Bonsoir à tous, merci Marion Sigaud d'être venue à Senlis. Merci chers auditeurs d'être là ce soir. Certains d'entre vous, comme moi, connaissent Marion de certaines vidéos qu'ils ont pu écouter sur la toile. Et nous avons un lien particulier supplémentaire puisque nous sommes liés par Stéphanie Bignon. C'est un petit peu la même histoire que celle avec Anne Brassier. Il y a exactement 2 mois, jour pour jour, le 11 janvier, donc Anne Brassier venait nous parler de Jean de la Varande. Et c'est pareil, donc avec Anne Brassier, mon ami Marion et Stéphanie Bignon. Alors pas simplement toutes les trois, il y avait avec beaucoup plus de monde, mais nous avons pèleriné ensemble. Voilà. Alors, bienvenue particulière ce soir à cette 40e soirée du Cercle Saint-Riel. Alors 40e soirée qui a été surtout fait de conférences, mais aussi de projections de films et de témoignages. Donc c'est une journée un petit peu particulière. Et donc c'est un grand honneur, Marion, de t'avoir avec nous pour, d'une certaine façon, un petit peu clore peut-être une certaine étape du Cercle Saint-Riel. Alors ce soir, le sujet que nous avons choisi, c'est la genèse du libéralisme. Ce mot libéralisme qui a le mot, une racine, liberté, qui fait rêver, mais tout ce qui brille n'est pas d'or. Et nous commençons à nous en rendre compte depuis quelques années, voire depuis plus longtemps. Et ce libéralisme qui nous a été présenté, enfin moi dans mon enfance, le libéralisme c'est l'antidote au communisme et au socialisme. Et finalement, au fur et à mesure, on se rend compte que c'est tout à fait autre chose. Ce mot d'ailleurs, liberté, qu'on trouve dans libéralisme, et qui est dans le triptyque républicain, c'est aussi, on peut soupçonner là aussi un dévoilement du mot liberté. D'ailleurs, comme le fait ressortir l'affiche, merci Henri pour la statue de la liberté, c'est pareil, de quelle liberté on peut se poser la question, de quelle liberté s'agit-il? Alors maintenant, je vais te passer on va faire une petite présentation un peu plus officielle. Donc Marion est historienne en Bourgogne, pas très loin de Saint-Sauveur-en-Puisé, mais j'entendais, c'est peut-être pas très connu, donc au sud d'Auxerre. D'Auxerre, voilà. Environ 3 heures de route d'ici. Donc Marion est née en 1950, le jour de la Sainte Blandine, et cette année, la Sainte Blandine, ce sera la fête du Saint-Sacrement. Marion Sigaud est historienne et conférencière en France et à l'étranger, titulaire d'un diplôme d'études approfondies en histoire, qui a publié des ouvrages relatifs à l'histoire du XVIIIe siècle en France, traitant d'affaires religieuses, policières, judiciaires, donc de la fin de l'Ancien Régime jusqu'au début de la Révolution française. Marion Sigaud a publié chez différents éditeurs, Sylvie Messinger, Flammarion, De Noël, L'Harmattan, L'Atelier, Jacqueline Chambon, Édition de Bourgogne, Actes Sud, Contre-Culture, Civitas et Sigeste. Donc ce sont en tout 18 ouvrages et 2 bandes dessinées que Marion Sigaud a publiées et qu'elle est en train de travailler à un nouvel ouvrage. Donc dans les titres, certains titres qu'on peut noter, qui sont des titres purement historiques, comme la peste à Marseille, 1720 et 1763, 2 dates essentielles et mal connues. Ça, c'est pas un ouvrage. Ah, c'est pas un ouvrage, ce sont des vidéos? Non, oui, ce sont des vidéos. Ah, des vidéos, la peste à Marseille, c'est dans le tournant de la Régence. C'est un des chapitres essentiels du tournant de la Régence. Ah, d'accord. Bon, bah alors, donc c'est le tournant de la Régence. La mort du roi et les secrets de Saint-Fargeau. Voilà. Ça, c'est aussi un ouvrage. Oui, ça, c'est un ouvrage, oui. Voilà, donc vous pourrez acquérir en fin de conférence si vous le souhaitez. Voltaire, une imposture au service des puissants. Ça, c'est mon bébé, ça. Que Wikipédia appelle un pamphlet. Vous avez déjà vu un pamphlet de cette épaisseur-là? Il y a 450 notes de bas de page, c'est un pamphlet. La chasse aux sorcières et l'Inquisition. Il n'y a pas la BD de Damien, là? Non, j'ai plus mes BD. D'accord. Et puis, puis, cartouche. Marion a aussi préfacé un livre. Plusieurs livres, d'accord. Alors, dont un au moins, on va en citer un. Sous la Révolution, l'histoire vécue contre l'histoire fantasmée.
Alors, au-delà de ces sujets historiques, Marion Sigaud, qui a la vérité et la justice comme moteur, s'est intéressée aux histoires de pédophilie qui, malheureusement, si aujourd'hui elles explosent, elles ont une histoire et elles ont, même dans l'Ancien Régime, on en trouve. Et aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est particulier, c'est que on est dans une idéologie qui est portée par tout un tas d'organismes et auxquels se réfèrent, je pense, les droits sexuels donc, qui ont été écrits en 2017. Alors les droits sexuels, je les ai tous vendus la semaine dernière. Ah. J'en avais un stock comme ça, ils sont tous partis. Donc je viens d'en recommander, mais il n'a pas eu le temps d'arriver, je les ai recommandés ce matin. Donc je ne pourrais pas vous en vendre. Mais vous pouvez en acheter sur la toile, vous pouvez en acheter chez mon éditeur. Et également un livre qui s'appelle De l'amour et du crime, du sexe et des enfants, qui est un travail que j'ai commencé en 1991. J'ai donné une première version en 1991. C'est une sorte de lettre ouverte à un certain monsieur Gabriel Matzneff, à qui j'avais 2 mots à dire. J'ai refait une autre version en 10 ans plus tard, puis encore 10 ans plus tard. Et puis voilà, finalement, mon éditeur Sigest, monsieur Varougen Sirapian, m'a proposé d'en faire un livre. Et bien, pareil, j'ai tout vendu avant-hier. J'en ai plus. Mais c'est vraiment une lettre ouverte à monsieur Matzneff. Et quand je l'écris, je ne m'adresse pas à lui. Je m'adresse à lui sans le nommer. Et quelqu'un l'a prévenu, il paraît qu'il n'était pas content. Alors, pas content du tout. Il paraît qu'il a accusé le coup. Bon. Je n'ai pas eu l'honneur de rencontrer ce monsieur, et je pense que je ne l'aurai jamais, ça se passe très bien comme ça. Mais je vais régler son compte quand même. Voilà. Donc, à l'occasion, si vous voyez passer De l'amour et du crime, du sexe et des enfants. Ça commence par l'amour est-il un crime? Oh. Je vais vous parler commerce des subsistances. Vous allez comprendre que le cœur du libéralisme, c'est là que ça se passe. Sous l'Ancien Régime, le commerce des... Alors l'Ancien Régime, c'est ce qui s'arrête en 1789. C'est ce qui commence 2 siècles avant et qui s'arrête en 1789. Sous l'Ancien Régime, le commerce des subsistances fait l'objet d'une préoccupation majeure des autorités à tous les échelons du royaume. Nicolas de la Mare est un magistrat français, né en 1639 et mort en 1723. Il a écrit en 1709 le traité de la police. Alors la police, c'est la police des grains. C'est pour ça qu'on parle de subsistance. Le principe de base d'un marché au grain, c'est que le grain est différent de toute autre denrée. Ceux qui se livrent à ce commerce exercent des responsabilités graves vis-à-vis de toute la société. Ce commerce est une sorte de service public. Le grain détenu par un marchand ne lui appartient pas. C'est un bien commun sur lequel la société a des droits. Le marchand doit résister à ses intérêts propres. Son gain doit être juste et légitime, source de son travail et non de son aptitude à manipuler l'offre et la demande. C'est bien vu. Le commerce inspire peu de respect à la police qui est toujours méfiante. Le droit canon méprise le commerce. Le marchand est le prototype du menteur qui menace la société. Mercure est le dieu du commerce et des voleurs. C'est pas par hasard. La littérature populaire place le marchand en dernière place dans l'ordre du salut, si tant est qu'il ait une place. De la Mare nous dit « Le négociant international est un homme sans patrie et le commerçant en grain un homme sans conscience. Avide, il n'offre pas son produit à la vente, il le cache en attendant qu'il monte. Il est la cause de la cherté. » En 1663, le lieutenant-général de police Lavigny a accusé, alors le lieutenant-général de police, c'est un monsieur, c'est lui qui représente la police à Paris, il est directement sous la responsabilité du roi. Il n'y a personne entre lui et le roi. Il accuse les monopoleurs de faire monter les prix. Le monopole du grain est ce qu'il faut combattre. La faim et la misère viennent du monopole. Pour Louis-Sébastien Mercier, qui est un chroniqueur de l'époque, il est né en 1740 et mort en 1814, le monopoleur est un assassin. Et le monopole est un crime social. Voilà comment on considère le marché des subsistances sous l'Ancien Régime. Dès le XIVe siècle, le Parlement de Paris avait puni des meuniers qui vendaient de la mauvaise qualité et il a assuré le prix du pain. Le Parlement, ce sont les juges. Donc les juges, la haute cour,
Parlement de Paris, se mêle d'assurer le prix du pain et de punir des meuniers qui se comportent mal. Le procureur général s'est proclamé premier protecteur de la capitale. Et un ancien premier président au Parlement, est surnommé le boulanger. Donc vous voyez que des très hauts personnages se mêlent de subsistance. Quelles sont les règles du commerce des grains? Quiconque veut vendre du grain doit se faire enregistrer à la police. Vous avez compris, la police, c'est la police des marchés, la police des subsistances, la police des grains. C'est pas du tout la police qui court après les voleurs, ça viendra longtemps après. Donc quiconque veut vendre du grain doit se faire enregistrer à la police. Déclarer son identité et son domicile. Les lieux d'achat de grains, où il a acheté quoi, les noms de ses correspondants, les lieux de leurs entrepôts, leurs prévisions et leur destination. Vous êtes arrivé d'où, vous partez où serez-vous demain? Une enquête, officiellement en tout cas, est faite sur leur moralité. Ah, monsieur est marchand de grains, est-ce qu'on peut enquêter? On envoie un ou deux archers faire discrètement qu'est-ce qu'il fait, qui est-ce qu'il fréquente, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête? On ne peut pas se faire marchand de grains comme ça. Ceux qui ne s'enregistrent pas sont considérés comme des brigands. Un marchand non enregistré est un délinquant. Toutes les transactions en matière de grains doivent être publiques et faites au marché. Qu'est-ce que c'est que le marché? C'est la place centrale des villes et des villages où on achète la nourriture. Il est interdit de faire du stockage. On vend le grain au juste prix. Qu'est-ce que le juste prix du grain? C'est le prix qui ne lèse ni le marchand ni le consommateur. L'idée de juste prix est ce qu'on doit assurer, et c'est le contraire du monopole. C'est ce que recommandent les théologiens. Nous sommes dans une société chrétienne, le juste prix est déterminé par les théologiens. On se réfère à une morale chrétienne. En temps de crise, le juste prix doit être imposé par les autorités, c'est ce qu'on appelle la taxation. Alors, taxer, ça n'est pas rajouter une somme à un prix pour le renchérir au titre que c'est de l'argent qu'on va verser à une collectivité ou à l'État, c'est l'inverse. Taxer, c'est fixer par la négociation le prix d'une denrée, à la suite de quoi il est impossible, interdit, rigoureusement interdit, d'en augmenter le prix. Donc taxer un prix, taxer une denrée, c'est empêcher qu'elle se renchérisse trop. Voilà. Alors que la taxation aujourd'hui, si vous taxez un produit, vous allez rajouter une somme à ce produit, donc il va être plus cher. Alors que le produit taxé dans l'ancienne acception, c'est le produit qui ne pourra pas dépasser un certain seuil. La taxation a des racines romaines et bibliques. Elle se pratique dans un grand nombre de villes dans toute l'Europe. À Paris, le prix du bois, de la cire, de la viande et du foin sont taxés. Les marchands de grains et les meuniers ont une réputation détestable. Ils reprochent à la police d'avoir créé le stéréotype du grainetier criminel. Celle-ci, la police, réplique que le peuple n'a besoin de personne pour se forger un avis. Oui, c'est à cause de la police qu'on a mauvaise réputation. Non, messieurs, comportez-vous bien et le peuple vous aimera. La police est l'instrument du gouvernement pour assurer la subsistance du peuple. Alors la police, elle ne produit pas, hein, on est d'accord. Celui qui produit, c'est le paysan. Les maires, les échevins, les capitouls, les jurats, les prévôts, les lieutenants, les commissaires de police, les procureurs royaux et fiscaux sont là pour assurer l'approvisionnement en grains à un prix raisonnable dans les villes et dans les villages. Qu'est-ce qu'un prix raisonnable? C'est le prix qui permet aux Français de se nourrir. La police punit les meuniers qui vendent de la mauvaise qualité. Elle assure le prix du pain. Le contrôleur général travaille directement avec le roi, hors du conseil, pour les problèmes de ravitaillement. Qu'est-ce que c'est que le contrôleur général? C'est une espèce de ministre de l'économie et des finances à la fois. Il travaille directement avec le roi, hors du conseil, pour tout ce qui concerne les approvisionnements. L'approvisionnement de la population, c'est le souci majeur dans un pays comme la France, jusqu'à la Révolution. Il faut que tout le monde puisse manger à sa faim. Jusqu'aux années 1760, pouvoir et parlement ont la même conception du rôle de la police. Alors, quels sont les problèmes posés par ce système? Eh bien, Paris dévore la province dans un rayon de 40 lieues. Paris dévore la province. Une ville est toujours approvisionnée, et Paris encore plus que les autres. Donc, quand on a besoin de grains, on va le chercher à la campagne. Paris dévore la campagne.
La machine étend ses tentacules jusqu'à Rouen, Orléans, Reims, Troyes, Bourg, Dijon et même plus loin encore. La province prend Paris pour un parasite. Il y a des manifestations populaires affirmant les droits légitimes du peuple à sa subsistance. Les autorités locales, et souvent la police locale, font souvent cause commune avec les populations insurgées contre les enlèvements de Paris. Mais aucun gouvernement ne peut laisser Paris avoir faim. Parce que c'est la fin de tout. La population empêche des acheteurs parisiens en 1693, 1725, 1728, 1740. Vous avez régulièrement des gens qui s'insurgent contre les enlèvements de Paris. Les polices locales s'opposent souvent aux marchands parisiens. Alors, vous entendez bien, la police prend la plupart du temps le parti de la population contre les marchands. En 1660, le Parlement de Paris censure plusieurs marchands qui dévastent les campagnes en achetant le grain pour l'amasser dans des entrepôts secrets. Ça, c'est le crime des crimes. Amasser du grain pour le mettre dans des entrepôts secrets, ne vous faites pas pincer si vous faites une chose comme ça. La raison d'être de la royauté est donc d'abord et avant tout d'assurer les subsistances, non pas la production, qui revient à la paysannerie, et qui a tout ça, mais sa distribution. La police protège le peuple contre les marchands. Le roi, très catholique, est le garant que le peuple mange à sa faim. Henri IV assimilait l'exportation en cas de disette à un crime de lèse-majesté. Pareil, si vous faites un crime de lèse-majesté, vous ne faites pas prendre. C'est la mort la plus abominable qui soit. Parlons maintenant des Lumières, du mouvement des Lumières et de la dette. Ah, quel rapport? Eh bien, vous allez voir. Au mi-temps du siècle, le XVIIIe siècle, Louis XV est cerné par une coterie de financiers qui l'endettent. Madame de Pompadour, sa charmante maîtresse, et les frères Paris, financiers. La marquise dépense, le roi paye, les financiers financent, et la dette se creuse. Madame de Pompadour introduit à la cour des philosophes aux idées nouvelles. Le médecin de la Pompadour, le docteur Quesnay, se pique d'économie. Qu'est-ce que c'est que l'économie? C'est l'administration de la maison. Économie, l'administration de la maison. Ce docteur Quesnay écrit Fermiers et grains dans l'encyclopédie qui deviendra le catéchisme. L'encyclopédie, c'est le gros dictionnaire porté par Diderot et ses amis. C'est un gros dictionnaire qui veut faire l'état des connaissances à un instant T. L'instant T, c'est fin des années 1740. Donc, ce docteur Quesnay introduit une science nouvelle qui s'appelle la physiocratie. La physiocratie, le gouvernement par la nature. Il veut créer le meilleur gouvernement possible. Il a une méthode rationnelle, universelle et évidente. L'évidence, ça va être le maître mot de tous ces libéraux. Les lois économiques fonctionnent de la même façon que les lois de la physique, nous dit le bon docteur Quesnay. Quesnay montre au roi un tableau économique qui décrit un ordre naturel et évident et qui semble inspiré de la circulation du sang. Donc les subsistances circulent dans le royaume comme le sang de l'organisme. Majesté, c'est de la nature. Le roi autorise le docteur Quesnay à imprimer son tableau économique sur les presses royales. Excusez du peu. C'est de la science et non du rêve de philosophe. On prétend opposer la raison à la superstition. Suivez mon regard, la superstition, c'est la religion. Quesnay convertit quantité de gens influents et ça devient une secte. La secte des économistes, des physiocrates. Mirabeau, Le Trône, Dupont, futur Dupont de Nemours, Diderot et d'Alembert et consorts. Et c'est le temps de l'agromanie. Tout le monde se veut producteur, tout le monde se veut paysan. Voltaire se dit laboureur. Voltaire écrit « Je suis laboureur, ce qui vaut 100 fois mieux qu'homme de lettres ». Non, il se dit laboureur, viticulteur et berger. Tout ça pour Voltaire. Laboureur, viticulteur et berger, ce qui vaut 100 fois mieux qu'homme de lettres. Or, le fameux docteur Quesnay, docteur médecin de la Pompadour, c'est un charlatan. C'est un charlatan intégral. Personne ne comprend rien à ces raisonnements, c'est tellement évident qu'il s'y reprend 3 fois pour expliquer, personne n'a toujours rien compris. Mais le roi protège la secte, le roi subventionne leur journal, le roi emploie leurs militants, finance leurs tracts. Qu'est-ce qu'il y a derrière? La franc-maçonnerie, vous l'avez reconnu. Ces économistes ont l'oreille du roi parce qu'ils prétendent régler la dette. La dette, je vous ai expliqué, la Pompadour dépense, les financiers financent, et après il faut rembourser.
Or, le droit doit absolument trouver de l'argent pour payer là où il doit, et sans impôt nouveau, sans emprunt nouveau, par l'enrichissement de la base qui enrichira le roi, voilà ce que ces gens proposent au roi. Majesté, nous allons régler la dette sans augmenter les impôts, sans emprunter de nouveau. Nous allons enrichir tout le monde et le roi. Et quand tout le monde sera riche, la dette sera remboursée. Le but des économistes, des physiocrates, c'est de supprimer la police de grains et assurer la libre circulation des subsistances. C'est un renversement total et intégral. En fait, la royauté est infiltrée. Les économistes, les libéraux sont des gens qui se sont, par l'intermédiaire de la Pompadour, introduits dans le premier cercle du roi et qui vont expliquer au roi que s'il veut libéraliser l'économie, il va s'enrichir et rembourser la dette. Or, il se trouve, je ne vais pas développer ici, mais qu'à la même époque, le roi a dans son lit des petites filles absolument hors d'âge pour y être. On appelle ça aujourd'hui la pédophilie. À l'époque, on ne l'appelait pas. D'ailleurs, on ne le disait pas. Des gens le savaient. Ça ne se disait pas. Ceux qui le disaient avaient intérêt à ne pas faire savoir qu'ils le savaient. Un certain Damien l'a payé très très cher. Le roi était tenu. Le roi était tenu. Quand vous couchez avec des petites filles, vous avez beau être le roi de France, vous êtes susceptible de tomber sous le coup d'un chantage. Bref, la royauté a été infiltrée, et c'est la Pompadour et son cousin frère qui fournissaient les petites filles pour mettre dans le lit du roi. Mais ça, c'est juste une parenthèse que je referme. Alors, quelle est la critique que les physiocrates et les libéraux font au système que je vous ai décrit, le système défendu par Nicolas Delamarre dans son traité de la police? Pour les physiocrates, la police incarne ce qu'il y a de plus mauvais dans le gouvernement de l'Ancien Régime. Voilà, la police, c'est l'horreur, c'est l'enfer. Il l'assimile à la tradition, et la tradition est l'ennemi le plus pernicieux du progrès et des Lumières. Les physiocrates reprochent à la police sa vénalité et sa stupidité. Que ces gens sont bêtes. Voltaire déplore que les Français n'aiment pas les marchands. Écoutez bien ce que dit Voltaire. Le négociant entend lui-même parler si souvent avec dédain de sa profession qu'il est assez sot pour en rougir. Je ne sais pourtant lequel est le plus utile à un État, ou un seigneur bien poudré qui sait précisément à quelle heure le roi se lève, à quelle heure il se couche et qui se donne des airs de grandeur en jouant le rôle d'esclave dans l'antichambre d'un ministre, ou un négociant qui enrichit son pays, donne de son cabinet des ordres à Surat ou au Caire et contribue au bonheur du monde. C'est-à-dire que pour Voltaire, entre le noble parasite et le marchand, il n'y a rien. Comme s'il n'y avait pas des millions de Français qui triment, qui travaillent et qui bien méritaient de la patrie. Mais ça, c'est la vision de Voltaire. Donc si ça n'est pas un marchand, ça va être un parasite. Donc vive les marchands. Herbert, un certain Herbert, précurseur des physiocrates, il a écrit quelques années avant, il œuvre au bonheur du peuple par un essai sur la police des grains qui sort en 1753. Il dit que la croyance au monopole est un préjugé barbare et un fantôme périmé. Croire qu'il y a des gens qui veulent monopoliser le grain est un fantasme. Ben voyons, un préjugé barbare. N'est-ce pas plutôt la contrainte et les entraves que nous donnons à ce commerce que naissent les désordres qui nous alarment avec raison? C'est à cause de la police qu'il y a des désordres. Herbert critique Delamarre, le fameux magistrat. Il dit « La police n'a jamais fait pousser un épi ». À votre avis, un physiocrate a-t-il déjà fait pousser un épi? Non plus. L'intérêt personnel, dit-il, est le fondement de toute l'activité humaine et le principal agent d'émancipation. Quand j'entends émancipation, maintenant je sors mon revolver. Je ne sais pas vous, mais émancipation de quoi? Est-ce qu'on a besoin de s'émanciper? Je ne sais pas. Mais il dit l'intérêt personnel est le fondement de toute activité humaine. Il y a des gens qui ont des valeurs quand même. Non, pour eux, ça n'existe pas. Il dit c'est le plus puissant moteur de l'humanité. Le profit exclut le risque, le gaspillage et l'inefficacité. Quelqu'un qui recherche le profit, il va tout faire bien, il va avoir tout bon. Le grain est un simple objet de commerce qu'il faut démythifier. Non, le grain n'est pas une valeur spéciale, pas du tout. Le grain, c'est un objet de commerce comme un autre. Il dit la police doit combattre les instincts primitifs du peuple.
et dénoncer les préjugés populaires au lieu de s'appuyer dessus. Alors quand le peuple dit quelque chose avec lequel on n'est pas content, c'est toujours un préjugé. D'ailleurs, vous remarquerez, moi c'est pareil, dès que je dis un truc qui déplaît à ceux d'en face, ils disent que j'ai des préjugés. Et vous? C'est des quoi? C'est des post-jugés. Penser autrement que libéral est un préjugé. Monceau, un agronome, condamne les préjugés populaires hostiles à la liberté de stocker. Il écrit « Le public ne trouve jamais le prix du grain assez bas, il pousse l'injustice jusqu'à refuser aux fermiers le profit honnête qui lui est dû. » Je ne sais pas où vous trouvez ça d'ailleurs, mais peu importe. Le public ne trouve jamais le prix du grain assez bas. Ben si, quand il peut l'acheter et qu'il peut se nourrir avec, ça va, tout va bien. Et écoutez bien ce que disait Louis XIV le 31 août 1699, pour voir la différence qu'il y a entre la position du roi et la position de ces grands réformateurs des Lumières. Le roi écrivait « Les soins que nous avons pris pour faire fournir les blés à nos peuples dans quelques provinces où ils manquaient, nous ont fait connaître que ce qui avait le plus contribué à augmenter leurs besoins n'avait pas été tant la disette, alors la disette c'est le manque, hein, c'est la pénurie, la disette c'est la pénurie, n'avait pas tant été la disette des récoltes que l'avidité de certains particuliers qui, bien qu'ils ne fussent pas marchands de blé par leur profession, se sont néanmoins ingérés à en faire le commerce. L'unique but de ces sortes de gens étant de profiter de la nécessité publique, ils ont concouru par un intérêt commun à faire des amas cachés qui, en produisant la rareté et la cherté des grains, ont donné lieu de revendre à beaucoup plus haut prix qu'ils ne les avaient achetés. Et après avoir fait examiner dans notre conseil les moyens les plus propres à faire cesser ce désordre, nous avons cru qu'il n'y en avait point de meilleur que de suivre la voie de nos prédécesseurs, que les prédécesseurs nous ont tracé dans leurs ordonnances, c'est-à-dire la surveillance par la police des grains. Surveillance par la police des grains. C'est-à-dire que vous voyez, le public ne trouve, les réformateurs disent que le public trouve que le prix n'est jamais assez bas, et Louis XIV a rappelé en son temps, attendez, quand le prix monte, c'est que les gens font des amas indécents. Indécents. Donc le roi est là pour empêcher une partie de la population de faire des amas et de cacher la nourriture. C'est fou parce qu'en 99, il y avait effectivement des graves problèmes de subsistance, et il a fait enquêter et il a vu que c'était parce que des gens indûment faisaient des amas de grains. Et voilà. Donc, la police des grains est là pour interdire ces basses manœuvres. Le journal du commerce, qui est un journal qui sera bientôt considéré comme physiocrate, écrit que, contrairement aux cultivateurs qui travaillent instinctivement et automatiquement, le marchand médite, pèse, mesure, calcule, combine les idées, discute les principes, prévoit l'abondance et les disettes, la guerre et la paix. La liberté libérerait son génie. Et d'un côté, vous avez des paysans abrutis, et de l'autre côté, des commerçants géniaux. Ça, c'est les Lumières. Paysans abrutis contre marchand génial. Le lobby est puissant. Le lobby des libéraux. La classe des propriétaires ne constitue pas plus de 5 à 8% de la population, mais il possède plus de 50% des terres et presque tous les loyers, métayages, dîmes et droits seigneuriaux. Ils coordonnent leurs actions et lancent la propagande libérale à tout vent, puisée à Herbert et Quesnay. Herbert, c'est le premier, Quesnay, c'est celui qui est dans l'antichambre de la Pompadour. À Saint-Malo, les consuls annoncent qu'une pleine liberté ruinerait l'Angleterre. Ah, si on avait la liberté, on pourrait mettre la piquette à l'ennemi héréditaire. Ils jouent les patriotes. Le lobby rédige un rapport tendancieux qui tend à démontrer que la liberté du commerce entre provinces et avec l'étranger est la loi primitive royale française et que la police est une invention récente du XVIIe qui se cache derrière la tradition et l'intérêt public. C'est faux. C'est faux. Il y a toujours eu la police pour surveiller que les amas de grains n'interdisent pas à la population de se nourrir. Déjà au temps de la Rome antique, je veux dire, le commerce des grains, c'était extrêmement surveillé. Extrêmement surveillé. Ça a toujours été surveillé. Donc, ils expliquent, le lobby explique que c'est la police la cause du déclin et la destruction de l'agriculture française. Et on va faire remonter au roi, l'agriculture française est au bord du gouffre. Ben oui, parce qu'on n'a pas la liberté. La police empêche. Elle est la source, la police est la source de la disette et des monopoles. On supprimera les disettes par la liberté du commerce des grains. Le peuple doit être averti que la police n'est plus là pour approvisionner.
Et ça, c'est terrible. Alors d'abord, c'est faux. C'est faux, parce que la police est toujours là pour permettre au peuple de s'approvisionner, mais on commence à faire circuler le bruit inverse. La police ne sera bientôt plus là pour protéger les fainéants contre les valeureux marchands. On inonde le conseil du roi de mémoires exigeant de la liberté pour sauver le royaume. On explique au roi, le royaume est au bord du gouffre, au bord de l'effondrement à cause de la police. Majesté, il faut supprimer la police des grains. Pour les physiocrates, toutes les disettes sont artificielles et créées par l'opinion. C'est-à-dire, c'est la peur de manquer qui crée la manque. Qui crée le manque. Si les gens n'avaient pas peur, il n'y aurait pas de manque. C'est comme ça. C'est comme ça. Jean-Baptiste Bertin, lieutenant général de police, puis contrôleur des générales des finances depuis 1759, pense que Paris doit être excepté et que la liberté ne peut être universelle. Il lance un questionnaire à tout le corps administratif pour connaître leur opinion. Ça, c'est la façon de procéder de l'Ancien-Régime. On envoie des questionnaires, on envoie aux provinces, les questionnaires reviennent, on fait des rapports, on fait des conseils, enfin, tout fonctionne comme ça à l'époque. Turgot, intendant de Limousin, répond à côté en exigeant la liberté totale, seul capable de sauver la France, écoutez bien, de l'horreur de la surabondance et de la famine. Quand il y a surabondance, il y a famine. Il y a trop de grains, c'est pour ça que les gens ont faim. Suivez le raisonnement. L'horreur de la surabondance et de la famine. En attendant, il ne répond pas au questionnaire. Bertin inonde l'administration de propagande libérale. Avant d'envoyer son avant-projet en avril 1762, il dit le seul moyen d'encourager l'agriculture est d'assurer la liberté du commerce intérieur, c'est-à-dire plus de police entre provinces, et de garantir aux cultivateurs un prix proportionnel à leur travail. Ah bon, ce n'était pas le cas, non? C'est ce qu'il dit. Il fustige la police dont il a la charge. Le projet de loi de Bertin abolit l'obligation d'enregistrement. Les marchands ne vont plus s'enregistrer. Interdit le stockage. Alors, il abolit l'interdiction de stockage et d'échange hors marché. On va pouvoir acheter du grain directement chez le producteur. Vous êtes marchand de grain, vous allez chez un meunier, chez un producteur, chez un paysan, vous dites, bon, pourquoi allez-vous vous embarrasser et emmener votre grain au marché? Je vous l'achète tout de suite et puis tout va bien. Si le marchand se fait pincer par la police, on lui confisque sa cargaison et on lui met une amende très sévère. C'est-à-dire que le marchand ne peut acheter le grain qu'au marché. Qu'au marché. Il est interdit de vendre aux marchands en dehors du marché. Pourquoi? Parce que la population se sert d'abord et ensuite le marchand prendra le restant. Bertin abolit l'interdiction d'échange hors marché. Il garantit la liberté de circulation à l'intérieur. C'est-à-dire que personne ne contrôlera. Si vous avez du blé en Bourgogne et que vous voulez le vendre à Pétaouchnok, vous avez le droit de le faire, alors qu'avant la police était là pour surveiller. Il interdit à la police d'intervenir. La police n'a plus le droit d'intervenir sur les marchés. Alors que les lois pour ça. Il dispense de tout droit intérieur pour les grains sur les ponts, les routes et les fleuves. Alors, quand une cargaison arrive pour passer un pont, pour entrer dans une ville, tac, péage. Pourquoi? Parce que c'est la ville qui a fait le pont, c'est la ville qui a fait la route, et que si vous voulez rentrer en ville, vous allez verser votre éco, qui permettra d'entretenir le pont et d'entretenir la route, éventuellement. Mais il dit, on abolit tout ça. On abolit tout ça. C'est au détriment de qui? Il y a des villes. C'est au détriment de ceux qui bossent. Seule l'exportation est prohibée et Paris fait exception. L'exportation en 1763 est prohibée. On se doute que ça ne durera pas. Or, la police n'a jamais été dogmatique, elle a toujours été pragmatique, elle veut bien de la liberté, mais sous contrôle. Mais c'est ce contrôle qu'on va supprimer. Il faut tout de même des marchands. La police a toujours considéré qu'il fallait des marchands, mais qu'il ne fallait pas qu'ils fassent la loi. La police était tempérée, tolérante et souple, en même temps que zélée. Elle pensait que le commerce des grains était trop important pour être laissé aux mains des marchands. Or, pour les physiocrates, c'est la police qui crée la disette, et pour la police, c'est le manque de sévérité. Pour les physiocrates, la taxation, c'est du vol. Les lois d'Ancien Régime violent les droits de la propriété que la Révolution consacrera. Le propriétaire n'a pas tous les droits sous l'Ancien Régime. 1763, Bertin a préparé son truc, c'est la bascule. C'est la bascule. Le contexte de cette bascule, 1763, la guerre de 7 ans est perdue.
Et perdre une guerre, c'est encore ajouter de la dette à la dette. Quand on a gagné la guerre, on se paye sur la bête. Quand on l'a perdue, on doit payer. L'affaire Calas, manipulée par Voltaire, permet de dire que les catholiques sont les méchants et que les protestants sont les gentils. Vous allez voir, ça aura sa signification par la suite. On a supprimé les jésuites. 1763, plus de jésuites en France. Et ils étaient les mieux placés pour crier casse-cou et dire « Majesté, ne faites pas ça, ils ne sont plus là ». On va faire plier le roi, à qui on promet l'apaisement avec les parlements. Depuis la fin de la Régence, depuis le début de la Régence, depuis la mort de Louis XIV, les parlements, c'est-à-dire les juges, sont en guerre permanente contre l'autorité du roi. En permanence, depuis 1715 jusqu'au moins cette date, et ça va continuer jusqu'après, mais les parlements sont en guerre permanente contre le roi. Et on a fait plier le roi, on lui dit « Majesté, si vous faites cette réforme, vous allez avoir l'apaisement avec le Parlement qui est d'accord. » Le roi limoge Bertin et fait venir Laverdy, un magistrat suspect de jansénisme. Par la déclaration de mai 1763, il institue un marché national du grain. C'est une première. On va opposer la monarchie éclairée à l'esprit de clocher pour détruire tout le système de contrôle. Le contrôle, c'est l'esprit de clocher. C'est vulgaire, on va faire beaucoup mieux. Même les nobles et les privilégiés doivent se lancer dans le commerce des grains. Tout le monde peut se faire marchand de grains, alors qu'avant il fallait montrer patte blanche, expliquer. Vous savez, le marchand de grains, lui là, c'est votre commis ou c'est votre fils? Là, c'est votre femme ou c'est votre employé? Ces gens-là, vous les connaissez? C'était le contrôle intégral. Là maintenant, n'importe qui peut se faire marchand de grains, et on pousse les nobles. Alors, les nobles, ils courent toujours après l'argent, parce que c'est la période où la bourgeoisie monte et où la noblesse descend. La noblesse descend parce qu'elle a besoin d'argent et elle va le chercher là où il est. Donc même les nobles et les privilégiés doivent se lancer dans le commerce des grains. Louis XV rompt avec le système traditionnel, il renonce à la police et aux principes qu'elle régit. Ça va être la première expérience libérale. Merci, les Lumières. Ce sont les Lumières de l'entresol de Madame de Pompadour. L'édit de juillet 1764, un an après, passe du national à l'international. Désormais, l'exportation est autorisée. La France entre dans le marché commun de l'Europe. Hein? On n'a rien inventé. Cette législation traite du commerce des grains du point de vue de l'agriculture et non plus de la subsistance. On va parler prix, on va parler rendement, on va parler tout ce qu'on veut, sauf nourrir le peuple. Aucune inquiétude à avoir, bientôt l'importation, elle aussi, sera illimitée. On remplace l'absolutisme par la loi naturelle, celle du profit. Comme si le profit était quelque chose de naturel. Désacralisé, le grain est devenu une simple source de richesse. Grâce au grain, on va s'enrichir. Ça s'appelle le progrès, ça s'appelle la lumière. Les seules restrictions qui restent encore sont encore de trop. Les consuls de Saint-Malo déplorent. Il est bien affligeant que l'amour trop tendre du souverain et de ses ministres pour le peuple l'empêche d'abroger entièrement et pour toujours cette police craintive et incertaine qui a presque détruit notre agriculture. La police a détruit l'agriculture. Et on fait croire ça au monde. Comment ça, l'agriculture détruite? C'est de la propagande. C'est simplement de la propagande. Guillaume François Le Trône, magistrat physiocrate, écrit « La déclaration du 25 mai 1763, donc première expérience libérale, a abattu ces barrières intérieures élevées par la timidité si longtemps maintenue par l'usage, si favorable au monopole et si chère aux yeux de l'autorité arbitraire, mais il reste encore à faire le pas le plus essentiel. Le pas le plus essentiel, c'est la liberté indéfinie, plus aucune barrière, le libéralisme intégral. L'essentiel, ce sera la liberté d'exportation sans entrave, qui fera un prix commun d'Europe et apportera l'abondance comme un bienfait. Ils veulent la liberté inconditionnelle, intérieure et extérieure. Comment la royauté a-t-elle accepté ça? Comment le roi a-t-il pu accepter une chose pareille? La raison d'être du roi, c'est ce que je vous ai expliqué. Et ce n'est pas ce roi-là, ça remonte à la nuit des temps. Le libéralisme semble au roi un refuge contre la pression du Parlement. Ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il semble cartésien, c'est-à-dire relevant de la raison, et newtonien, fruit de l'observation.
La physiocratie relève non pas de la tradition et de la loi fondamentale, mais de la nature et des lois physiques. La science, monsieur, c'est la science qui parle. Le roi pense qu'il va reconquérir le monde rural, qu'il ne fait qu'accabler d'impôts. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Qu'il ne fait que l'accabler d'impôts. Qui va le reconquérir, ça, c'est une autre affaire. Le libéralisme serait un retour au lien avec l'ossature de la nation, la partie la plus précieuse du peuple. C'est ce qu'on fait croire au roi. Or, la majeure partie de la paysannerie fait partie des acheteurs et non des vendeurs. Ils sont plus menacés par la hausse des prix que par la baisse des prix, comme les travailleurs des villes. Ce sont les gros fermiers et les propriétaires terriens fortunés qui hurlent pour la liberté, pas les petits paysans. Ces gens-là se prennent pour des agriculteurs. Voltaire, qui est propriétaire terrien, écrit « Moi qui cultive la terre ». La réforme leur fera accaparer toutes les terres. En fait, le roi a suivi le courant de l'opinion. L'opinion, c'est quelque chose qui vient de naître. L'opinion, c'est quelque chose qui va avec les lumières. L'opinion, c'est ce qui se fait dans les salons. On dit le peuple, dit la raison prétend que le peuple réclame. En fait, ce sont des raisonnements qui tournent en rond. Même le dauphin dit que le Parti de la Liberté compte 12 millions de Français. C'est ce qu'on leur fait croire. C'est ce qu'on leur fait croire. Au moment de la libéralisation, il y a une explosion de joie. C'est un premier pas vers la liberté illimitée. Ah, c'est grand, c'est beau, c'est magnifique. Au Parlement de Rennes, on salue non un simple règlement de police, mais un acte considérable pour assurer le bonheur du peuple. C'est un certain Lachalotais qui dit ça le 6 juillet 63. Le roi va enfin contribuer au bonheur du peuple. On verse des larmes de joie, les journalistes délirent. On appelle à la liberté d'exporter illimitée pour faire une bonne suite. Le roi et son entourage vont croire que la liberté est populaire. On fait croire au roi que la liberté du commerce est populaire. Le roi étant passé au libéralisme, le peuple est seul. Le constat est alarmant sur l'état de la France, sur l'état de la France est mensonger. C'est faux, on dit le peuple, l'agriculture est au bord de l'effondrement, c'est faux, c'est de la propagande. Le Parlement de Paris a longtemps exagéré le constat désastreux pour appuyer ses remontrances au roi sur d'autres sujets. Majesté, vous ne voulez pas nous écouter alors que la France est en perdition. Encore de la propagande. Il s'en trouve pour dire que l'abondance est un bienfait, le but de l'agriculture est de nourrir, mais globalement, les magistrats ont intérêt à la hausse des prix, parce qu'ils sont propriétaires terriens. Ils ont intérêt à la hausse des prix. Au début, le public est indifférent, la récolte a été bonne, il n'y a pas de problème. Mais la résistance va monter peu à peu. Des femmes sortent, elles poursuivent les convois de grains, saisissent les chargements et les revendent au bon prix. Alors le convoi de grains qui était censé arriver au marché, il ne va pas au marché, mais il suit la route là, et les femmes courent derrière. Oh, vous allez où là? Vous allez où là? À moi, à l'aide! Les autorités sont intimidées par les mouvements de femmes et réagissent mollement. Quand les femmes s'y mettent, la police, ils ne sont pas fiers. Le peuple organise partout des taxations populaires. Alors, on n'a plus le droit. Le roi ne veut plus taxer, on va taxer nous-mêmes. Allez hop, on arrête le convoi de grains. Quel est le bon prix? Vous l'avez acheté combien? On peut payer combien? Pif, paf, ça y est, on le vend à ce prix-là. Ça s'appelle une taxation sauvage, une taxation populaire. Et une fois que le prix est taxé, ben, le fruit de la vente est versé au marchand. Mais au prix taxé, pas au prix qu'il demande. Au prix taxé populairement, c'est-à-dire beaucoup moins que ce qu'ils auraient probablement obtenu si la taxation avait été faite par les autorités. Les autorités locales n'arrivent pas à croire que la loi a pu changer. Or, elles ont tort. Quand un marchand dit, attendez, moi j'ai pris à acheter de lait mais le roi me donne l'autorisation, la police dit c'est pas possible. Et là, il nous dit quoi? Vous n'avez plus le droit d'intervenir. Vous n'avez plus le droit d'intervenir. La police n'en prend pas ses yeux ni ses oreilles. Les autorités, enfin la police elle a compris, c'est les autorités locales qui disent le roi ne peut pas avoir voulu ça, bah si, il l'a voulu, puis il l'a signé. Donc les autorités locales n'arrivent pas à croire que la loi ait pu changer, mais elles ont peur de se faire submerger par un soulèvement universel. C'est à peu près ce qui va se passer quand même. Souvent, la plupart du temps, la police fraternise avec le peuple. C'est comme ça sous l'Ancien Régime. La hausse du prix du pain est vertigineuse. La révolte est universelle, les marchands font des fortunes. Oui.
limite. Les autorités locales crient casse-cou. Ils écrivent à Versailles, le peuple a des droits et pas seulement les propriétaires. Non, non, les Lumières, c'est les droits des propriétaires. Le peuple, il est là pour se taire. Fin 1768, il faut 24 sols pour nourrir sa famille quand on en gagne 15. Alors qu'avant les nouvelles lois, il en fallait 12. Avant 1763, avec 12 sous, on nourrit sa famille. Fin 68, il en faut 24. Les libéraux pensent que le peuple résiste aux Lumières. Ah ben oui, le peuple, on a dit qu'il était bête, donc s'il résiste aux Lumières parce qu'il est trop bête. Donc il faut le forcer. Et comme on n'arrive pas à le forcer comme ça, ben on va l'éduquer pour qu'il soit d'accord. Alors, les autorités sont trop molles, elles devraient savoir réprimer. La police sert éhontément ses intérêts propres au lieu d'aider les pauvres marchands victimes de la bêtise du peuple. Salopard. C'est de la calomnie. Le devoir de la police est de protéger une entreprise d'utilité publique, le commerce des grains. Il faut frapper et arrêter les meneurs. Donc là, maintenant, la police va servir à autre chose. À Paris, en 5 ans, le prix du pain a doublé. Laverdy, le ministre, il est content, c'est le but recherché. Ben oui, parce qu'on expliquait au roi, quand le prix sera doublé, sera plus cher, il va pouvoir rentrer plus d'impôts et rembourser la dette. Vous avez compris? Rien ne doit être négligé pour rassurer les marchands. À Paris, une femme est arrêtée pour avoir volé un pain de 8 livres. Elle invite le commissaire à venir chez elle, où le commissaire trouve son mari pendu, entouré de 4 enfants frappés d'épouvante. Le commissaire la libère et paye son pain. On trouve des placards jusque dans la chambre du roi. On en trouve un qui dit, sous Henri IV, on avait éprouvé une cherté de pain occasionnée par les guerres, mais dans ce temps on avait un roi. Sous Louis XIV, on avait également éprouvé de plusieurs autres chertés de pain produites tantôt par les guerres, tantôt par une disette réelle, mais qui avaient pour cause l'intempérie des saisons, mais on avait encore un roi. Au temps présent, on ne peut attribuer la cherté du pain ni aux guerres, ni à une disette réelle de blé, mais on n'a pas le roi, parce que le roi est marchand de blé. Alors ça, c'est une calomnie qui ne s'est pas vérifiée. Le roi n'a pas fait personnellement des amas de pain, mais c'est ce que le peuple commence à penser, puisque le roi ne joue plus son rôle. Le Parlement de Paris prie le roi de prendre des mesures pour faciliter la subsistance du pauvre peuple qui souffre de la cherté excessive, mais sans attaquer le libéralisme. Alors on veut le beurre et l'argent du beurre, que le libéralisme fonctionne, mais que le roi permette au peuple de se le faire. Il faut expliquer comment. Le roi estime, écrit « J'aime mes peuples, je n'ai nul besoin d'être stimulé pour les aider et les soulager. Les mesures que j'ai prises ont assuré leur subsistance. Ils ne peuvent être troublés que par des démarches inconsidérées comme le vôtre. » C'est-à-dire que le roi ne comprend pas que c'est le libéralisme qui met le peuple en furie. Il dit « J'ai pris les bonnes mesures, je ne suis pas d'accord, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est le monde à l'envers. » Le Parlement convoque une assemblée générale de police à l'automne 1768 pour étudier le problème. Et le Parlement dit « Il faut écouter la voix du peuple », la vox populi, vox populi, vox dei, qui veut un ordre moral et non des élucubrations d'écrivains qui veulent un ordre physique. Ça c'est bien. Il y a des magistrats qui savent encore raisonner. On veut un ordre moral et pas un ordre physique. Le 10 novembre, les lettres patentes. Alors les lettres patentes, c'est les lettres du roi, c'est la loi, c'est le roi législateur. Une lettre patente, c'est une lettre ouverte. Vous avez les lettres de cachet qui sont des lettres cachées. Donc les lettres patentes réaffirment que l'ancienne législation de police est abolie, car contraire aux intérêts des cultivateurs et des consommateurs. C'est ce qu'on a fait croire. Donc le roi insiste en disant « Oui, l'ancienne législation est abolie, car elle était contraire aux intérêts des cultivateurs et des consommateurs. » Les cultivateurs, Jean Voltaire, vous voyez ce que je veux dire. Les problèmes viennent non pas d'un excès, mais d'une insuffisance de liberté. La royauté est devenue sourde. Nous n'avons pas encore réussi à rendre cette liberté salutaire aussi effective que nous l'aurions voulu. C'est-à-dire que ce n'est pas encore assez libre. C'est pour ça que les gens ne sont pas contents. Pour Le Pelletier, magistrat, une foule d'écrivains qui n'a ni la mission ni le pouvoir d'exprimer la volonté publique prétend être son organe en exaltant le système le plus incongru au sujet de sa subsistance. Il reste des gens pour comprendre que le libéralisme est une horreur et pour l'écrire.
Laverdy est disgracié fin septembre 1768. La critique antilibérale se déchaîne. Ce qui reste après la consommation n'est que la réserve indispensable pour faire front en cas de pénurie. Les libéraux mentent en disant que les exportations ont été marginales. Entre 1764 et 1767, l'exportation des grains et farines a donné une impulsion salutaire à la construction navale au Havre et à Rouen. Et ça serait marginal? Allons! Un marchand de grains d'étampes se dit ravi de la hausse des prix et il annonce qu'il faudra des dents en or pour manger cet hiver. Très drôle. Très drôle. Près du cinquième des nouveaux marchands de blé en 1765 sont illettrés. C'est-à-dire que n'importe qui s'est lancé dans le commerce de grains. La grande masse sont des bricoleurs qui traficotent dans les tavernes où ce négoce était jadis interdit. Les nobles sont encouragés à s'engager dans une profession aussi utile que profitable. Bien sûr, utile à qui et profitable à qui. L'expérience prend fin en 1770 dans une situation financière catastrophique. Et oui, on a libéralisé, mais la dette est toujours là. Le nouveau contrôleur général, l'abbé Terray, compare l'expérience au déluge. La France a été ravagée par un torrent d'émeutes. Fin août 1770, le Parlement de Paris abroge les libertés accordées en 1763 et rend à la police ses prérogatives par un arrêt. Ouf! Ça a duré quand même 7 ans. Pour Terray, le nouveau contrôleur général, il ne faut pas que le grain devienne un objet de spéculation pour les riches, alors que le programme libéral consiste à faire du grain un objet de spéculation pour les riches. C'est le but, c'est le but. Les physiocrates vont faire profil bas et leurs ennemis se déchaînent. Ils sont ridicules, prétentieux, ils prêchent une philosophie de famine et le désordre. Diderot, qui a soutenu à fond l'expérience libérale, se retourne, il exprime du dégoût pour la physiocratie. Diderot, c'était pas un mauvais cheval. C'est certainement pas le pire de tout cela. C'était pas un mauvais cheval, c'était un type avec du cœur. Enfin, bon, il était l'instrument du libéralisme, mais c'était pas un homme inhumain comme les autres, pas comme beaucoup d'autres. Conclusion, le peuple obéit si le roi nourrit. On a pu accuser le roi d'imprévoyance, mais il est nouveau de l'accuser de malveillance. Le résultat de cette première expérience libérale, c'est qu'on a commencé à penser que le roi s'était retourné volontairement contre le peuple. Et ça, c'est nouveau. C'est nouveau. L'impopularité du roi est à son comble. L'endettement de l'État est vertigineux, il n'a fait qu'empirer. Alors tout ça pour rien. Tout ça pour rien. Pour les Lumières, vous savez pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'on n'en a pas fait assez. Ça vous rappelle quelque chose? Il faut recommencer et s'attaquer aux corporations. Louis XV meurt le 10 mai 1774. Le jeune Louis XVI est effrayé, il n'a que 20 ans et il a peur de ce qui vient. On lui présente Turgot, bel homme, calme, imposant, qui lui prend les mains, de majesté, le consacre. Il est travailleur, il est incorruptible et désintéressé. Turgot n'a rien fait pour s'enrichir. Il faut le savoir, il faut le dire. Ça, c'est comme Robespierre. Robespierre n'a pas fait ce qu'il a fait pour s'enrichir, il a fait pour autre chose. Mais pas pour s'enrichir. Être désintéressé quand on pousse les gens à s'enrichir, c'est quelque chose qui est notable, qu'il faut noter, qu'il faut remarquer et mettre en exergue, ce que je viens de faire. Il a géré le Limousin où il a développé des ateliers de charité pendant la disette. Alors il a été intendant du Limousin. Le roi est impressionné par la présence de Turgot, on le présente, c'est un homme des Lumières. Il est rédacteur dans l'encyclopédie de étymologie, existence, expansivité, foires et marchés, fondation, qui ont paru en 1756. Partisan du libéralisme, Turgot a été nommé à la place de Terray, qui lui a dit, Terray au moment où il passe la main à Turgot, il dit « 3 sortes de personnes sont intéressées au choix d'un système sur la police des grains. Les propriétaires de biens de fonds, les cultivateurs et les consommateurs. Je conviens que le système de la liberté est infiniment favorable aux propriétaires. » Ça, on a compris. À l'égard des cultivateurs, l'avantage qu'ils y trouvent est purement passager, puisqu'à l'expiration du bail, les propriétaires savent bien se l'approprier tout entier par l'augmentation du fermage. Hein? Le cultivateur il va s'enrichir une fois, et la fois suivante, le fermage aura augmenté, et la différence sera pour le propriétaire et pas pour lui. Enfin, les consommateurs souffrent évidemment le plus grand préjudice de la liberté,
qui portent les prix à un taux qui n'a plus aucune proportion avec leurs moyens de subsister et qui augmente toutes les dépenses. C'est clair. Terray a parfaitement compris. Et il conclut que la liberté n'est favorable qu'au plus petit nombre des citoyens, indifférents aux cultivateurs, et très préjudiciable à l'incomparablement plus grand nombre des sujets du roi. Turgot dans la cure, il croit à son système, il le veut, il va convaincre le roi de l'imposer aux Français, et il dit au roi, véritablement, je crois véritablement que je suis né pour régénérer la France. Quand vous entendez régénérer, c'est ça, peut-être comme moi, sortez votre revolver. Turgot est également partisan de la libéralisation de l'usure. Ah, c'est quoi? Le prêt à intérêt doit être rendu licite et le taux doit être librement débattu entre le prêteur et l'emprunteur. L'usure était interdite. Interdit de louer son argent contre de l'argent. Il dit l'argent est une marchandise comme une autre, qui doit subir comme le reste la loi de l'offre et de la demande. Donc l'usure doit être réhabilitée et entièrement libre. Le prix est toujours juste quand la volonté des deux parties a été libre et qu'il n'y a pas de fraude. Et il dit c'est le besoin qui force un homme à emprunter. Oui, c'est le même besoin qui le pousse à acheter son pain. Doit-il le voler? C'est une erreur de croire que la liberté renchérira le prix moyen des grains. Alors, entendez bien. C'est une erreur de croire que la liberté va renchérir les grains. Se fout de qui? Elle augmentera la masse totale de la production, ce qui diminuera les prix au profit des consommateurs. Il y croit comme d'autres croient en Dieu. Il croit que la liberté va augmenter la masse totale de la production et que ça va diminuer le prix au profit des consommateurs. Il a vu jouer ça où? Dans sa tête, dans ses rêves. Il présente au roi un programme le soir de sa nomination. Ni banqueroute, ni nouveaux impôts, ni nouveaux emprunts. Magique. On va régler tous les problèmes sans banqueroute, on va payer là où on va, sans nouveaux impôts, impôts le français en a marre, et sans nouveaux emprunts. De toute façon, le roi ne peut plus emprunter, plus personne n'est prêt. Par une stricte économie, la réduction de la dépense au-dessous de la recette, la fin des prébendes et des dépenses inconsidérées. Ça ne mange pas de pain, c'est toujours bon à prendre de réduire les dépenses. Mais la libre circulation des subsistances préviendra la disette. Ah. Il fait appel par avance à la fermeté du souverain, à qui il promet, sans se laisser effrayer par les clameurs qu'il est absolument impossible d'éviter en cette matière, quelque système qu'on suive, quelque conduite qu'on tienne. Et le roi promet de le soutenir. Impressionné, pas vraiment libre de faire autrement, il s'est dit, Louis XVI promet à Turgot de le soutenir contre les inévitables clameurs qui s'élèveront du peuple. Comment il dit, les clameurs? Qu'il est impossible d'éviter en la matière quelque système qu'on suive. Les économistes exultent. Toute la bande à Turgot, là, toute la bande là. Alors, Condorcet écrit à Voltaire, « Il ne pouvait rien arriver de plus heureux à la France et à la raison humaine. Jamais il n'est entré dans aucun conseil de monarque d'hommes qui réunit à ce point la vertu, le courage, le désintéressement, l'annonce du bien public, les lumières et le zèle pour les répandre. Depuis cet événement, je dors et je me réveille aussi tranquillement que j'étais sous la protection de toutes les lois de l'Angleterre. Il faudrait qu'il aille vivre en Angleterre. Attendez, vous savez ce que c'est la misère ouvrière en Angleterre? C'est effroyable, effroyable. Les marchands se font des fortunes. Voltaire appelle Turgot l'ange tutélaire. Il regrette de devoir mourir maintenant qu'il voit au pouvoir la vertu et la raison. D'Alembert écrit « Si le bien ne se fait pas, c'est qu'il est impossible. » Voilà. Grâce à Turgot, le bien va se faire obligatoirement. D'abord et avant tout, la liberté de circulation des grains. Turgot présente son édit au Conseil le 13 septembre, soit 20 jours à peine après son installation. Son texte reprend les dispositions de 1763-64, mais il ne prononce pas par prudence la liberté d'exportation. On fera ça après. Turgot écrit en préambule que les négociants connaissent bien mieux le bien que les fonctionnaires. C'est ça. Les commerçants sont meilleurs que les fonctionnaires. Leur vigilance, excitée par l'intérêt, prévient les déchets et les pertes. Leur concurrence rend impossible tout monopole. Et le besoin continuel où ils sont de faire rentrer leurs fonds promptement pour entretenir la concurrence les engage à se contenter de profits médiocres. C'est
n'oubliez pas ça, que les marchands se contentent toujours de profits médiocres, tellement ils sont pressés de faire rentrer leurs profits. Plus le commerce est libre, animé, étendu, plus le peuple est promptement, efficacement et abondamment pourvu. Les prix sont d'autant plus uniformes, ils s'éloignent d'autant moins du prix moyen et habituel sur lequel les salaires se règlent nécessairement. Où est-ce que vous avez vu que les salaires se règlent nécessairement sur le prix du pain? Il a vu jouer ça où? C'est où la nécessité pour les salaires de se régler sur le prix du pain? C'est effroyable. Il affirme que les agents du roi feront nécessairement moins bien que les marchands car ils n'ont aucun intérêt à bien faire. Mais la conscience professionnelle, ça n'existe pas chez ces gens. Faire bien son travail chez eux, ça n'existe pas. Il y a avoir intérêt à faire ceci ou cela, mais c'est tout. C'est la théorie d'un certain Mandeville qui avait écrit la fable des abeilles en disant que la vertu publique, c'est la somme des vices privés. Laissez à chacun être voleur, menteur, tueur et tout ce que vous voulez, et par juste péréquation des choses, tout va aller bien. Il faut abolir la morale, il faut abolir la religion. C'est ça le but de ces gens-là. La somme des vices privés fait la vertu publique, disent-ils. Turgot pense que les producteurs vont s'empresser de surproduire, assureux qu'ils seront d'un débouché régulier et de prix stable. C'est une construction théorique, dogmatique et complètement imbécile. Aucun paysan n'a jamais travaillé comme ça. Tiens, je vais travailler plus aujourd'hui parce que je vais surproduire, parce que je vais pouvoir vendre plus. Où il avait joué ça? Où il avait joué ça? Où a-t-il vu un paysan travailler? Aucun paysan ne travaille comme ça. Le paysan, il va faire son travail le mieux qu'il peut, toujours, indépendamment du prix sur le marché. Voltaire se pâme d'admiration. L'humanité tenait la plume et le roi signait. Je viens de lire le chef-d'œuvre de M. Turgot. Il me semble que voilà de nouveaux cieux et une nouvelle terre. La mise en pratique. Turgot fait vendre d'un seul coup les réserves de blé des greniers du roi. Ces réserves servent à maintenir le blé entre 8 et 12 sous la livre. Turgot les liquide pour 6 millions de livres. Les prix baissent immédiatement et remontent aussitôt après. Or, on arrive à l'orée de l'hiver et on a vidé les greniers. On n'a jamais vu ça. Le Parlement, de retour en novembre, refuse d'enregistrer. Il commence sa résistance et l'enregistrement est forcé. Le Parlement résiste à l'enregistrement de l'édit de Turgot. Enfin, c'est l'édit du roi, hein, Turgot qui l'a écrit, mais c'est le roi qui l'a signé. Le Parlement entre en résistance. L'enregistrement est forcé. Il y a des moyens de forcer l'enregistrement quand le Parlement résiste. Les prix montent immédiatement. Turgot affirme que cette hausse n'aura qu'un temps et que quand elle cessera, les accapareurs seront punis de leur cupidité et perdront pour toujours le goût de garder leur blé. Il rêve tout haut. Pilier du parti dévot, le duc de Croÿ écrit « Ce fut, quoique sourdement et sans révolution, le plus grand coup porté à la religion depuis Clovis. » Bien vu, monseigneur, c'est un coup porté à la religion, au catholicisme. L'Église s'oppose de toute sa force au libéralisme, mais on ne lui demande pas son avis. Turgot presse l'Église de supprimer les fêtes religieuses, bande de feignants. Turgot écrit à l'archevêque de Paris, voudriez-vous demander au peuple de cesser de fêter le lundi de Pentecôte? Ça vous rappelle quelque chose? Bah attendez, si le peuple travaille ce jour-là, il va pouvoir gagner plus en travaillant plus. Hein? Et Monseigneur a envoyé, Monseigneur de Beaumont, envoyé une réponse absolument sublime en disant que toutes ces fêtes ont fait la grandeur de la France et que supprimer les fêtes ne fera jamais du bien ni au peuple ni aux finances du roi. Donc l'archevêque refuse. Il demandait à l'archevêque de faire prêcher en chair la suppression du lundi de Pentecôte. L'archevêque a refusé. Le banquier Necker, un banquier protestant qui habite à Genève, il a publié un livre, non pas contre la liberté, mais contre la liberté totale. Lui, il voudrait qu'il y ait une liberté, mais voilà, sous surveillance. Turgot essaye de le faire taire. Faute de pouvoir le faire censurer, il le fait insulter par son ami Condorcet. Tous les coups sont bons. Le 1er mai, il envoie au curé de Paris un mémoire. Alors écoutez bien. Turgot, le 1er mai 1775. Lorsque la cherté élève la denrée au-dessus de la faculté du peuple,
Ce n'est point pour lui-même que souffre l'homme de journée, l'ouvrier le manœuvre. Ses salaires, s'il était dégagé de tout lien, suffiraient pour le nourrir. Ce sont sa femme et ses enfants qu'il ne peut soutenir. C'est cette portion de la famille qu'il faut chercher à occuper et salarier. Vous avez compris? Turgot théorise et met en pratique le travail des femmes et des enfants qui va massacrer des générations d'enfants sous le siècle suivant. Ça s'appelle les Lumières et le libéralisme. L'hiver a été rude et le transport difficile. Que fait la police? Ben rien, elle n'a plus le droit. La police était un vieux préjugé, on l'a aboli. Que fait la police? Rien. En décembre 14, on signale des émeutes à Caen. Début printemps 75, 3 lieutenants de police des grosses villes viennent à Paris se plaindre de la disette, des murmures du peuple et même de quelques commencements d'émeutes. Merci messieurs, nous avons entendu, vous pouvez retourner chez vous. Le 12 mars, le procureur de Lagny se rend en personne à Paris pour attirer l'attention du ministère sur les circonstances critiques où se trouve l'abri. Dès le 14 mars, Turgot, alerté des troubles à Caen, écoutez bien, on lui dit un début de trouble à Caen. Il veut des punitions exemplaires et il exige de l'intendant la confirmation que le blé retenu alors a tout de même été expédié. Il n'y a pas lieu de tenir compte des murmures du peuple. Il faut qu'il comprenne au contraire que son opposition, ses mouvements et ses violences ne serviront qu'à faire prendre les mesures les plus efficaces pour le contenir. Le 21 mars, la fermentation est signalée sur le marché de Meaux. Le 31 mars, le blé est à 21 sous. Les greniers sont vides, on ne peut plus faire baisser. Il en a toujours été quand le blé devenait trop cher, on allait chercher le blé amassé avant l'hiver pour faire baisser les prix. On a vidé les greniers, on ne peut plus faire baisser les prix, donc les prix augmentent et le peuple a faim. Courant avril, le pain est à 24 sous, c'est-à-dire 2 fois plus cher que ce que 3 Parisiens sur 5 peuvent l'acheter. Le 18 avril 1775, la foule envahit Dijon. Depuis 8 jours, ils ont faim. Ils saisissent de la farine frelatée, c'est-à-dire bleue, moisie, qu'ils jettent à la rivière. La troupe arrête 40 meneurs. Ce sont les meneurs, ce ne sont pas les gens qui ont faim. On écrit au ministre que l'émeute a été provoquée par ses ennemis. Vous savez, les ennemis personnels de M. Turgot, les ennemis du progrès et des Lumières. Le prix du pain n'est pas en cause, c'est la bêtise populaire. C'est un complot contre les Lumières. Le 24 avril, Turgot écrit au vicomte-mayor de Dijon. Ce n'est pas le peuple qui doit vous conduire, c'est la loi. C'est vous qui, chargés de la police, devez régler, conduire et contenir le peuple et le plier à la soumission de la loi. Des émeutes éclatent à Reims, Tours, Metz, Montauban, Beaumont-sur-Oise, entre Chantilly et Pontoise. La foule réclame la taxation. Les femmes s'emparent des sacs de farine de blé et les vendent au bon prix, au prix taxé. Personne ne vole, on porte le produit de la vente au procureur en personne. Les marchands reviennent chercher le procureur pour qu'il récupère la marchandise mal vendue. Le procureur se terre, épouvanté et sans insistance. La révolte suit le cours de la Seine et des péniches chargées de blé plus cher que l'or. Les routes sont prises d'assaut. On ne crie pas contre le roi, on veut un prix taxé, c'est tout. La guerre des farines se fait au cri de taxation, taxation, taxation. La taxation, c'est du vol, nous disent ces gens-là. Un édile prend sur lui d'imposer un prix à des marchands. Turgot, furieux, le fera embastiller 7 semaines. Turgot est assailli de lettres d'autorités locales qui expliquent que ça va très mal. Il ne répond pas, il s'en moque, il dit « moi ça va ». Paris, 2 mai 1775. Versailles est attaqué, écrit le roi à Turgot. Turgot est à Paris, le roi écrit Paris, Versailles est attaqué. Le gouverneur militaire de Versailles, le prince de Poix, donne l'ordre de vendre le prix de vendre le pain à 8 sous en croyant l'émeute reine de la rue. Le temps de rassembler la gamme. Vous voulez pain à 8 sous, on est d'accord. Il est désarmé. Pourquoi avez-vous fait ça? Je dis, attendez, faire quoi? Vous voulez qu'on tire dans le tas? Faut savoir. Turgot reprend la main. Il occupe brusquement un poste de Premier ministre et donne des ordres à la police et à l'armée via la garde française. Ceux qui continueront de s'attrouper encourront la peine de mort. S'attrouper pour avoir du pain.
Et seront les contrevenants arrêtés et jugés sur le champ, tous ceux qui dorénavant quitteront leur paroisse sans être munis d'une attestation de vie et bonne mœurs. Signés de leur curé et du syndic de leur communauté seront poursuivis et jugés prévotalement suivant la rigueur des ordonnances. Il a fait la libre circulation de quoi, lui? Des grains. Et les paysans, pour sortir, il leur faut une lettre de leur syndic et de leur curé. Non mais oh, c'est la liberté pour qui, pourquoi là? Vous avez compris? On commence à comprendre là. Hein? Au moment de signer, Louis XVI, noué d'angoisse, a murmuré « Au moins n'avons-nous rien à nous reprocher ?» Le pauvre. Condorcet est devenu enragé. Vous savez, il est gentil, Condorcet. Hein. Écoutez bien, le peuple ne sera tranquille que quand il saura qu'on aura puni quelques-uns de ces brigands. En attendant, le mal gagne. Brigands, vous savez ce que c'est, brigands? Brigands, en Vendée. C'est ce qu'on aura génocidé. Les brigands. C'est l'ennemi du progrès. Le soulèvement à Paris est général. Pillage toute la journée sans une goutte de sang. La guerre des farines à Paris sera que pas un possesseur de boulangerie ne sera tué. L'émeute n'est que d'ouvriers, que de gens qui n'ont que leur travail quotidien pour vivre et qui vont se servir de pain ou de farine. La guerre des farines n'aura fait aucun mort à Paris. À 7 h du soir, c'est fini. La police n'a rien fait. Quand elle a fait quelque chose, elle a aidé le peuple. La police a ça dans les gènes. Elle est là pour protéger le peuple. C'est la police d'Ancien Régime. Le Parlement s'assemble le 4 mai et fait afficher un arrêté interdisant les attroupements, mais ajoute « Le roi sera supplié de faire diminuer le prix du pain ». Turgot fait recouvrir cette affiche, par laquelle il promet la peine de mort aux émeutiers, par jugement en cour prévôtale. Turgot ne veut même pas qu'on demande au roi de faire baisser le prix du pain, puisque c'est contraire à son dogme. Voltaire apporte son soutien à Turgot par une diatribe alors qu'il n'a pas quitté Ferney. Alors, pour Voltaire, qui n'a pas quitté Ferney, il est au courant de tout ce qui s'est passé, il a l'Internet avant l'heure. Vous savez qui est-ce qui a semé la zizanie? Les prêtres. Ah, c'est Voltaire, qu'est-ce que vous voulez? Ce sont les prêtres des campagnes dont le fanatisme a saisi cette occasion de soulever le peuple contre l'encyclopédie au pouvoir en la personne de Turgot. Et voilà ce qu'écrit Voltaire qui n'a pas bougé de chez lui. Quand nous approchâmes de Pontoise, nous fûmes tout étonnés de voir 10 à 15 000 paysans qui couraient comme des fous et criaient « Les blés, les marchés, les blés ». Ils s'arrêtaient à chaque moulin, le démolissaient en un clin d'œil. Dire un moulin en un clin d'œil, il faut être Voltaire pour s'imaginer ça. Et jetaient la farine, blé et sang à la rivière. Un petit prêtre leur suggérait d'une voix de stentor « Saccageons tout, mes amis, Dieu le veut, détruisons toutes les farines pour avoir de quoi manger ». Cet ecclésiastique expliqua à nos voyageurs qu'avec des confrères, il était l'un des chefs de la foule. Nous avons reçu de l'argent pour cette bonne œuvre. Et le couple Badinter, qui va écrire un Condorcet, va donner cette version de Voltaire en disant « Les émeutiers avaient de l'or dans les poches », puisque Voltaire l'a dit. Il n'a pas bougé de chez lui, ce menteur. La répression s'organise. À Paris, on arrête 1 millier de personnes au hasard. On pend le 11 mai à 5 h en place de Grève 2 innocents, Jean-Denis Desportes, 28 ans, Claude Léguillet, 16 ans. Les condamnés hurlent et le peuple demande « Grâce, 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 le roi peut donner la grâce, elle ne viendra pas ». Turgot a convaincu le roi de ne pas accorder la grâce à 2 émeutiers pris au hasard pour avoir pris du pain à bon prix. Il n'y a pas eu une goutte de sang. Turgot fait dédommager par les communautés urbaines ou villageoises les marchands qui ont été obligés de vendre à prix taxé. On va rechercher l'argent des produits taxés qui n'ont pas été vendus assez cher. Et on dédommage les marchands. Si la répartition générale de ces sortes de dédommagement est un mal pour les particuliers innocents sur qui elle tombe, parce qu'on fait payer les communautés, elle est néanmoins indispensable pour établir la confiance des commerçants contre les mouvements populaires et pour intéresser la totalité du pays à les prévenir et à s'y opposer. C'est pas une dictature, ça. C'est effroyable. À Versailles, quelqu'un crie dans un couloir, le roi sera sacré le 11 et massacré le 16.
C'est la révolution qui se prépare, ça. Autre réforme de Turgot, la suppression des corporations qui verra la marchandisation du travail et la prolétarisation du monde ouvrier. Ça s'est fait d'un seul coup, d'un seul. La multiplication humiliante des ateliers de charité pour ceux qui ne peuvent plus soutenir. Les ateliers de charité, si vous n'avez plus de quoi manger, bon, bah alors attendez, voilà, vous êtes combien, là, voilà, écoutez, là, il y a un chantier, allez-y. Pas de travail, pas de pain. Et c'est des gens qui avaient du travail précédemment. Mais la suppression des corporations a supprimé toute la sécurité que donnaient les corporations. Turgot avait un amour du peuple qu'on peut saisir dans l'assertion suivante. Écoutez bien ce qu'écrivait Turgot. Les communautés de campagne sont composées dans la plus grande partie du royaume de paysans pauvres, ignorants, brutaux, incapables de s'administrer. Écoutez, l'administration des villages sous l'Ancien Régime est admirable. Admirable. Étudier les communautés paysannes, c'était admirable. Il n'en a pas vu une. Ignorants, brutaux et incapables de s'administrer. Mais c'est une contre-vérité manifeste. Le roi finit par le renvoyer, le repasse par un banquier, Necker. Il est parti chercher Necker, qui va creuser la dette de façon abyssale. Quand le roi ne pourra plus payer, il lui restera une solution, les États généraux. Vous connaissez la suite? Qu'est-ce que la fin de l'Ancien Régime? Écoutez bien, sans argent, le roi a suivi les avis de l'Assemblée des notables qui a demandé la libre circulation des subsistances en 1787. Et on recommence. 1763, ça a été la catastrophe. 1774-75, ça a été la catastrophe. Et en 87, on recommence. Puis il est réduit à convoquer les États généraux, seuls habilités à créer de nouveaux impôts. Organisés en sous-main par les loges maçonniques qui couvrent le territoire, les États généraux vont s'auto-proclamer Assemblée nationale le 11 juin 1789, sans mandat. C'est un coup d'État. Les affidés du duc d'Orléans, grand maître de la franc-maçonnerie, organisent le renversement du roi et son remplacement par le duc en juillet 1789. Prévenu du complot auquel participe son ministre Necker, le roi renvoie ce dernier, c'est le signal. Le roi a renversé Necker, à la Bastille! Le 14 juillet, l'émeute prend le pouvoir à Paris, la commune de Paris, et organise une force armée bourgeoise, la Garde nationale. Le 4 août, on abolit les privilèges, c'est-à-dire tous les droits acquis des uns et des autres, ce qui abolit de fait le fonctionnement des corporations. Le 29 août, l'Assemblée constitutionnalise la liberté indéfinie du commerce contre laquelle le peuple français n'a pas cessé de dire son opposition depuis 30 ans. Le peuple français n'a pas arrêté de dire qu'il était contre le libéralisme, et le libéralisme est constitutionnalisé le 29 août 1789. Le 5 et 6 octobre 1789, second coup d'État de l'Assemblée constituante qui ramène le roi à Paris où il est fait prisonnier et sans aucun pouvoir. Le 21 octobre, la loi martiale est instaurée contre tout rassemblement. Il devient impossible de manifester pour la taxation et le juste prix du vin. Ça revient à la peine de mort contre les opposants au libéralisme, au capitalisme le plus sauvage. La révolution, c'est ça, elle est accomplie, et bien le reste, c'est le monde dans lequel nous vivons. Et la conclusion, c'est qu'on est passé du Christ roi à l'argent roi. Merci Marie, cette histoire qui nous aide à comprendre où nous en sommes aujourd'hui, parce qu'évidemment les parallèles sont évidents. Alors j'ai expliqué à notre ami qui me disait du libéralisme à aujourd'hui. C'est toujours pareil, c'est la même chose. C'est pas la peine d'expliquer comment on est arrivé là où on est, puisqu'on a compris. Bien sûr, la libre circulation des personnes, des capitaux et des marchandises, que nous subissons de façon au-delà. Avec la suppression des libertés individuelles. Avec en parallèle la suppression des libertés individuelles. On est exactement dans cette configuration-là aujourd'hui. Il suffit peu de monde ici, peu de personnes pour convaincre le roi au départ. C'est-à-dire que le roi, il y avait une espèce de il y avait une coterie autour de lui qui l'empêchait d'aller voir ce qui se passait.
Alors, il y a une chose qu'il faut comprendre quand même, c'est l'influence des loges maçonniques dans la circulation des informations qui mènent au roi. Ce qu'on a appelé la centralisation monarchique, ça a consisté pour les rois à envoyer des intendants dans les provinces pour faire des enquêtes, et les enquêtes des intendants remontaient au roi. Donc, le roi nomme un intendant, l'intendant, vous avez eu des intendants étonnants de vertu, de qualité, d'intelligence, ça a été magnifique, le travail des intendants a été magnifique. Et une grande partie des biens de la paysannerie ont été sauvés pendant le règne de Louis XIV grâce au travail des intendants. Or, le travail des loges maçonniques a consisté à circonvenir les intendants et à en faire des hommes des lumières. Et sous le règne de Louis XVI, les intendants font remonter au roi ce que le roi croit être la vox populi, alors que c'est la voix des loges. Et c'est là que la bascule va se faire. Le roi n'est plus informé comme il l'était avant. Et Louis XVI a été véritablement abusé. Quand il dit au moins avons-nous, comment il dit, au moins n'avons-nous rien à nous reprocher, il est saisi d'épouvante de signer. Vous savez, quand la foule s'est constituée devant ses fenêtres à Versailles pour réclamer la taxation, au mois de mai 1775, il a reculé en pleurant. Il était en larmes. Il dit, mais je ne peux pas, j'ai promis à Turgot de ne pas faire baisser le prix du pain. Il était effaré. Il a compris après, mais il a compris quand c'était trop tard. Il a compris parce que c'était un homme intelligent et qu'au bout d'un moment, la force des choses a fait qu'il a compris de quoi il était prisonnier. Mais c'est ça les conséquences de cette infiltration maçonnique dans les intendances, c'est ça. C'est que le roi n'est plus informé, alors que sa nature, sa raison d'être, c'est de donner raison au peuple. Et vous savez, le roi, il a perdu la tête 2 fois. Hein. Il a perdu la tête le 21 janvier 1793, mais il l'avait perdu le jour où il a refusé la grâce à 2 innocents à Paris. Là, c'est la royauté. La royauté a perdu quelque chose de définitif. C'est inconcevable de tuer, d'exécuter des gens qui n'ont demandé que l'accès à un prix raisonnable. C'est la fin de la royauté. C'est comme ça que ça se joue. La bascule se fait à ce moment-là. Et la bascule, c'est la dette. Et la dette, ça s'organise. La dette a été savamment organisée. L'endettement du roi a été savamment organisé par l'entourage de la compagnie. C'est clair. Et avec succès, on organise la dette et ensuite on explique qu'il faut tout renverser pour la rembourser. Et la dette n'a jamais été remboursée. Alors, si quelqu'un veut poser une question, je vous invite à le faire. La Pompadour est venue d'où? Alors, elle était la fille d'une très jolie femme, qui était encore plus belle qu'elle, et qui était mariée à un bon à rien, un faiseur d'affaires, mais elle avait un protecteur qui était un financier. Donc la Pompadour, elle a été quasiment conçue pour être mise dans le lit du roi. Et le financier, est-ce que ça venait d'Angleterre? Non, c'est pas d'Angleterre. Non, c'est pas d'Angleterre. Non, ça venait de France. C'était de France. Ah oui, c'est des franco-français. Alors il y a quelqu'un qui a récemment essayé à tous les moyens de me faire dire qu'il y avait des juifs au milieu, mais j'ai dit si vous m'en trouvez un, vous me le montrez, mais non, c'est des Français de chez nous. Il y a des gens qui absolument, si vous ne voulez pas dire qu'il y a des juifs au milieu, c'est que vous voulez choisir des Khazars. Hein? Des Khazars. Oui, ben non, en l'occurrence non. En l'occurrence non, c'est l'aristocratie française. C'est l'aristocratie française. C'est pas l'aristocratie française, c'est la bourgeoisie française. C'est un milieu de financiers, c'est le milieu des collecteurs d'impôts, des fermiers généraux. Ces gens-là n'en ont jamais assez. Il leur en faut toujours plus. Et la jeune Jeanne-Antoinette, qu'on a mariée à un certain Poisson, qu'on a mariée au fils de son... Non, Poisson, c'est le nom de son père, mais de son père, c'est-à-dire du mari de sa mère. Son vrai père, c'était un infirmier général, donc
Elle était bâtarde, mais elle portait le nom du mari de sa mère. Et ensuite, on l'a mariée à un jeune homme de ce milieu-là, et ensuite, on l'a mise sur le chemin du roi. Elle avait toutes les qualités, le roi est tombé sous le charme, et ensuite, elle a gouverné la France. Elle a gouverné la France, véritablement. Et le gouvernement de la Pompadour, ça a consisté à mettre des filles trop jeunes dans le lit du roi pour le faire de lui l'objet d'un chantage, faire de cette affaire-là l'objet d'un chantage que le roi, au bout d'un moment, il était obligé de céder là où on disait de céder. Elle l'a endetté, et elle a fait prêter l'argent pour le remboursement de la dette à des gens qui l'ont endetté encore plus. Et elle a introduit les Lumières dans son entresol, c'est-à-dire Quesnay, et Quesnay c'est un mot en rien, c'était... Je veux dire un gros mot, un gros mot. Non, je vais retenir. Enfin, vous avez compris. Hein? Vous avez compris. Oui? Est-ce que le mot libéralisme vient de cette époque? Bien sûr, tout à fait. Oui, tout à fait. Le libéralisme, c'est la liberté. C'est la liberté pour les uns et l'erreur pour les autres, vous avez compris. Pour que le grain puisse circuler, il faut des certificats pour sortir de son village. Attendez, vous avez compris. Non, mais ça rappelle exactement, hein? On est bien d'accord. Hein? C'est toujours la même méthode. Et toute la critique de Turgot, elle a eu lieu à cette époque, mais la critique de Turgot n'a pas fait rentrer l'argent. Donc, à partir du moment où le roi était de toute façon endetté, et que la dette ne faisait qu'augmenter, puis après, il y a eu la guerre en Amérique, il a fallu encore payer, je veux dire, c'était un puissant fond. Et vous avez un révolutionnaire, est-ce que c'est Danton qui a dit ça, bienheureux déficit, grâce à qui on a eu la liberté. C'est grâce à la dette que la révolution a eu lieu. Bienheureux déficit. Vous savez, au début de la révolution, l'Église est arrivée en disant on peut solder la dette en 24 heures. L'Église a encore du crédit. Le roi ne peut plus emprunter, l'Église peut emprunter parce que l'Église a encore tout son patrimoine. Et vous savez ce qu'ont dit les révolutionnaires? Non! Vive le déficit. Et je crois que Turgot, comme Necker, était protestant. Non, Turgot n'était pas protestant. Ah non, Turgot n'était pas protestant. Un bon athée, bon élu femme. Non, la famille Turgot, c'est pas des protestants. C'est pas des protestants. Necker. Pour revenir à la Pompadour, c'est quand même curieux l'ambition de cette femme et le programme quand même économique et la politique qu'elle a mis en place. Elle n'a pas pu l'inventer toute seule, elle a dû être formée, entourée. Et donc ce groupe autour d'elle, c'était l'encyclopédie. C'était l'encyclopédie. C'était Diderot, c'était D'Alembert, c'était Voltaire. Voltaire, il était avec la Pompadour. Donc ça veut dire que l'encyclopédie, c'est vraiment un projet défini pour la France. Absolument. L'encyclopédie est un projet maçonnique. Au début, quand l'encyclopédie s'est présentée comme un dictionnaire qui allait donner l'état des connaissances sur un sujet donné, les jésuites ont applaudi en disant c'est extraordinaire, attendez, l'encyclopédie, ça va être l'état du savoir, les savoirs techniques, le savoir scientifique, le savoir médical, etc. Et puis, quand les premiers articles sont arrivés sur les sujets qui fâchent, les jésuites sont allés voir le roi, ils disaient vous savez ce que c'est ça? Ça, c'est la fin de la royauté, ça, c'est la fin de la religion. C'était trop tard, c'était parti. C'était trop tard, c'était parti. Et puis les jésuites, le système s'en est débarrassé en 1763, c'est concomitant. On interdit les jésuites et on fait la première expérience libérale. C'est concomitant. C'est concomitant, c'est 1763. 1763, c'est l'année charnière. C'est l'année charnière. Les jésuites sont interdits, alors issus de manigance, mais de malhonnêtes, mais c'est effroyable. C'est effroyable la façon dont on s'est débarrassé des jésuites. C'est mensonge sur mensonge, c'est odieux. C'est odieux. Et une fois que les jésuites sont plus là, tac, la voie est libre. Il n'y a plus la force intellectuelle. Il n'y a plus la force intellectuelle susceptible de crier au roi casse-cou. Majesté, ne faites pas ça. C'était les jésuites qui avaient la force intellectuelle de le faire. Mais les jésuites, ils ne sont pas blancs comme neige dans toutes ces histoires. Moi, j'ai lu des textes de jésuites qui disaient le libéralisme, ça peut être très bien. Mais c'est un jésuite dans son coin qui va faire une analyse et qui va dire c'est pas mal et qui va peser le pour et le contre. Mais les jésuites, d'une façon générale, ils étaient absolument opposés à tout ça. C'est clair et net. Et eux avaient la force intellectuelle et l'influence sur le roi qui aurait pu empêcher ça. Donc, opération numéro 1, on se débarrasse des jésuites et après on fait passer le libéralisme.
Oui, tout à l'heure, on s'entretenait justement des jésuites et tu disais qu'en fait, il y a eu un basculement au niveau de l'idéologie, si on peut dire, qui les a menés au moment au XXe siècle. C'est Vatican II. Vatican II. Vatican II. Les jésuites sont restés fidèles à la théologie, à la morale de Ignace de Loyola, c'est-à-dire de leur fondateur, jusqu'à 1965. En 1965, les théologiens de la libération qui avaient investi la compagnie ont présenté au pape Paul VI une nouvelle constitution et le pape a signé. Le pape pouvait ne pas signer. C'était contraire à tout ce qu'avaient été les jésuites et le pape a signé. Et c'est la fin des jésuites. C'est la fin. Les jésuites, à partir de 1965, deviennent le contraire de ce qu'ils ont été pendant 300 ans. 300 ans, c'est ça? Ça fait 1500, 600, 700, 400 ans. Ils deviennent le contraire de ce qu'ils ont été. Donc un jésuite aujourd'hui, un pape jésuite par exemple, ne peut pas exister. Il ne peut pas y avoir un pape jésuite, puisque les jésuites promettent fidélité au pape. Je ne peux pas me promettre ma fidélité à moi, ça ne va pas. Je veux dire, ça va. On n'a jamais vu ça. Les jésuites, avant 1965 et après 1965, ce sont deux mondes différents. Et quelqu'un qui vous dit « Ouais, mais les jésuites, regardez aujourd'hui, depuis toujours », si vous ne faites pas la différence entre avant et après 65, c'est que vous ne connaissez pas l'histoire des jésuites. Quelqu'un qui vous raconte ça, vous lui dites que vous n'y connaissez rien, passez au sujet suivant. Donc, la bascule des jésuites, c'est 1965, c'est la bascule de Vatican II. C'est la bascule de Vatican II. Et c'est une bascule intégrale. C'est-à-dire que tout devient relatif, il n'y a plus d'autorité, c'est effroyable, c'est l'anticatholicisme. Alors que les jésuites avaient été les propagateurs des canons du Concile de Trente. Vatican II, c'est la fin du Concile de Trente. Alors quand on dit qu'ils sont derrière l'Inquisition, c'est faux. Oui. Mais l'Inquisition, c'est quoi? L'Inquisition, c'est quoi? Hein? C'est un tribunal qui traite l'affaire ecclésiastique. Alors j'ai un petit bouquin qui s'appelle La chasse aux sorcières et l'Inquisition. Combien l'Inquisition a-t-elle brûlé de sorcières au Moyen-Âge? Nicole, combien l'Inquisition a-t-elle brûlé de sorcières au Moyen-Âge? Zéro. Bon, zéro. Je vous explique. La chasse aux sorcières, c'est pas le Moyen-Âge, d'abord. Deuxièmement, c'est pas l'Inquisition. C'est pas l'Inquisition. Chasse aux sorcières, c'est les tribunaux laïques locaux. Ça n'a rien à voir avec l'Inquisition. Bon. En plus, c'est pas que des sorcières, parce que c'était des sorciers, 2 sorciers pour une sorcière. Alors, c'était pas au Moyen-Âge, c'était pas l'Inquisition, c'était pas des sorcières, c'était pas un million. Zéro. Et alors, quand j'ai écrit ce petit bouquin, je n'avais pas encore reçu l'information très intéressante. Alors, je vous la donne parce que c'est croustillant. Pourquoi on dit la chasse aux sorcières? Parce que les femmes, toujours, ont été considérées par l'Église comme une femme qui avait le pouvoir de guérir, elle était considérée comme mettant en cause le pouvoir macho, etc. On a brûlé 2 fois plus d'hommes que de femmes. 2 fois plus. On a brûlé 2 sorciers pour une sorcière. Alors rien que le mot chasse aux sorcières, c'était pas une chasse. Il n'y avait pas des gens qui chassaient les sorcières. Il y avait des communautés éperdues d'angoisse et de détresse face à tous les problèmes qui pouvaient se poser à l'époque de guerre de religion. Enfin, c'était une horreur. Hein. C'était une horreur. Et les guerres de religion, il y avait des populations qui s'en prenaient à des victimes innocentes. Et des juges qui en profitaient pour se faire de l'argent, etc., etc. Mais il n'y avait pas des gens qui chassaient les sorcières. Donc il n'y a pas eu de chasse. S'il y avait une chasse, ça voudrait dire qu'il y avait des gens qui battaient les campagnes de des sorcières. Mais c'est des mensonges. C'est des mensonges anticléricaux. Alors vous avez un type qui s'appelait Étienne Léon, là on sort un peu du libéralisme. Il y avait un gars qui s'appelait Étienne Léon de la Motte-Landon,
Étienne Léon de Montlandon, qui était un scribouillard, c'était un aristocrate déclassé, il avait perdu, comme beaucoup de gens, il avait perdu beaucoup pendant la Révolution, et c'était un scribouillard. Et il avait trouvé un travail de scribouillard aux archives de Toulouse. Et alors, il avait accès au dossier des chasses, des procès de sorcières. Et alors, il a écrit l'histoire de l'Inquisition. Il en a raconté. Alors, toutes les tortures, les machins, les trucs, c'était lui qui... Il inventait. Et tous les historiens de l'Inquisition en France ont copié sur Étienne Léon de la Montlandon. Tous! L'histoire de l'Inquisition sert de référence. Boum, boum, boum. Puis un jour, vous avez un historien anglais, Norman Cohn, vous voyez, un an juif, il était utilisé comme ça. Il a dit, c'est Étienne Léon de la Montlandon, on va bien voir quand même ce que ça... Je vais aller voir. Il est allé à Toulouse, il a sorti le dossier, et il s'est rendu compte que Étienne Léon de la Montlandon avait retenu le nom des dossiers et inventé ce qu'il y avait dedans. Alors il y avait le bon juge, il y avait le bon accusé, mais tout le reste c'était du fantasme. Un romancier anticlérical qui racontait que des prêtres véreux torturaient des belles filles toutes nues. Ah, ben il y avait un public pour ça, qu'est-ce que vous croyez? Et c'est ça qui a fait le succès. C'est ça qui a fait le succès de l'histoire. Et Norman Cohn a tout démonté. Pif, paf, il reste rien. Rien. Merci Norman Cohn. C'est dommage. Je serais bien allé lui serrer la place. Vous vous rendez compte? La réhabilitation de l'Église dans l'Inquisition devient d'un juif anglais. Ben, c'est comme ça. Tout est faux, tout ce qu'on nous dit. Tout. La vengeance des Tout. Jésuites, l'Inquisition, Tout est le pouvoir qu'ils ont encore aujourd'hui. Alors les jésuites, on n'arrête pas d'inventer de la spécialité sur les jésuites. Écoutez, il y a même un type récemment, il m'a dit Martin Marion, moi j'ai lu ce que vous avez écrit sur les jésuites, mais lisez ça. Et il me balance un truc. Je lis la première page, je trouve 4 contre-vérités, mais que j'ai démontées. Je lui dis, mais vous avez lu ce que j'ai écrit, ce que j'ai fait? Il me dit oui. Ben, je lui dis pourquoi vous me renvoyez ça? Il m'a envoyé des trucs, il les avait même pas lus. On dit n'importe quoi sur les jésuites. N'importe quoi. On leur met tout sur le dos. On leur met tout sur le dos et n'importe quoi. D'ailleurs, leur mettre sur le dos à l'époque et leur mettre sur le dos aujourd'hui, c'est comprendre tout de suite qu'ils n'ont pas étudié le problème. C'est pas les mêmes. Alors le pape noir, le machin, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Hein? C'est des anticléricaux. C'est toute la bande à Voltaire et consorts, oui. J'ai 7 ans de jésuite à me procher. Et je dis très souvent qu'au moins la moitié de ce que j'ai de bon m'a été donné par eux. Je voulais dire que j'étais pensionnaire à être entre 56 et 59. Et dès cette époque, le général des jésuites avait envoyé des visiteurs. Et les uns après les autres passaient dans toutes les institutions jésuites et les faisaient fermer. Donc, vous dites 63, j'ai le sentiment très net d'avoir vu le moment charnière un peu plus. La 63, c'est la bascule. C'est la bascule, on peut plus rien. L'infiltration, elle date d'avant. Les attaques, notamment par l'intermédiaire de la théologie de la libération, les attaques sont bien précédentes. Mais 63, c'est la bascule, c'est-à-dire que la compagnie devient ce contre quoi. Oui, on pourrait en parler encore longtemps, mais je serais globalement assez d'accord avec ce que vous en dites. Et ce terrible malheur qui a vu les effectifs des jésuites fondre en mer en quoi 5 ans. Bah, à partir du moment où ils ont abandonné toute leur raison Oui, d'être, mais il n'y avait plus rien. Par ailleurs, Alors, par contre, sur LGBT maintenant, voilà, vous pouvez y aller. hier soir, il y avait le premier épisode des Rambaudis qui Ah. remis à La bonne version ou la version Oui, l'ancienne en noir et blanc. Voilà. Non, elle n'est pas en noir et blanc, mais elle est avec Jean-Pierre. Jean-Pierre, oh magnifique. Et bon, il y a aussi des parallèles qu'on peut faire avec ce qui s'est passé. Bon, les jésuites ne sont pas là, bien sûr, mais enfin,
pas l'affaire des Templiers, parce que là aussi le roi n'avait plus d'argent. Et ensuite, le rôle des Lombards. Et puis, ce qui a été, je crois, non, c'était passé sur les romans aussi, mais l'évaluation de la monnaie. Oui, oui. Enfin, on peut, il me semble, trouver quelques parallèles. Trouver le parallèle, oui. Tout à fait. Tout à fait. Bon, merci beaucoup. Merci. Donc, on peut conclure avec une petite citation de George Orwell qui disait que le fait de dire la vérité devenait un acte révolutionnaire. Oui, je Et crois. donc, merci pour pour avoir enlevé toutes ces voix de mensonges. Et alors, ce qui est intéressant, c'est aussi la présence du Père Pierre qui m'inspire. Si on pense à la France, on est obligé de penser finalement au testament de Saint-Rémy. Saint-Rémy qui a baptisé Clovis, et donc finalement qui a créé d'une certaine façon la France. Et Saint-Rémy disait la France, elle ira bien, elle sera prospère tant qu'elle sera fidèle à sa religion. Et donc évidemment à la morale chrétienne. Donc on peut se dire, tiens, c'est peut-être une piste pour remonter la France, de revenir à notre morale et notre religion catholique. Et c'est tellement vrai finalement que même Victor Hugo, pourtant qui n'était pas une grenouille de Belletier, disait l'âme française est plus forte que l'esprit français et Voltaire se brisera toujours à Jeanne d'Arc. Il a dit ça. Oh ben vous me réconciliez avec lui.